Je te propose maintenant de jeter un autre regard sur le mythe osirien. Ah, le mythe osirien, un des mythes fondateurs de l'humanité, dont la résonance est encore aujourd'hui vraiment très présente. Once upon a time donc, et je t'invite avant d'entrer dans le mythe à jeter un œil sur l'onglet Sources, ici en bas de page, afin de découvrir les différents ouvrages que je me suis permis de lire afin de te livrer ma propre vision de ce mythe. Et donc il était une fois Geb et Nout. Là je te renvoie à une autre vidéo, décidément c'est de rebond en rebond, une autre vidéo où je t'explique l'Ennéade égyptienne. Mais revenons donc maintenant à Geb et Nout qui donnent naissance à 5 enfants, Osiris, Horus l'ancien, Seth, Isis et Nephthys. Ces enfants vont se marier entre eux. Ben oui, ok, c'est comme ça. Osiris se mariant à Isis et Seth se mariant à Nephthys. Osiris et Seth sont donc des frères qui, au retrait de Geb du monde des hommes, se partageront la haute et la basse Égypte selon les volontés du Père. Et donc Osiris héritera de la basse Égypte plaine fertile, la plaine du Nil, tandis que le pauvre Seth héritera, lui, de la haute Égypte plaine désertique, sèche et aride. Seth évidemment en sera très mari et sera jaloux d'Osiris, dont il va essayer de se débarrasser, afin de pouvoir régner sur toute l'Égypte. Et donc jaloux, il va concevoir une fête avec un stratagème là derrière, et avec ses 72 disciples, il va en fin de repas, en fin de banquet, proposer un jeu traditionnel dans la culture égyptienne, qui consiste à se coucher dans un sarcophage, le gagnant étant celui à qui le sarcophage ira le mieux. Et qui c'est qui va tomber dans le panneau? Osiris évidemment, et dès que ce dernier se met dans le sarcophage, les 72 disciples essaient de se ruer dessus, ferment le sarcophage, clouent le sarcophage et jettent bien évidemment le sarcophage dans le Nil. Voilà donc Seth débarrassé de son frère et peut à ce moment-là, a priori, prendre le trône de l'Égypte. Mais c'est sans compter sur Isis. Isis qui, bien triste évidemment de ce qui arrive à son mari, se met à sa recherche. Et Isis, dotée d'une intuition absolument extraordinaire, se met en recherche d'un tamari. Et comme par hasard, sous le tamari, se trouve le sarcophage échoué. Elle a retrouvé son mari, et donc elle réveille Osiris, le faisant renaître, ressusciter, si vous préférez. Et elle en profite pour lui faire l'amour et féconder ainsi Horus. Ou que ces deux petites lignes feront l'objet d'un beau décodage de la compréhension du mythe. Et donc elle allaite joyeusement Horus sur les bords du Nil, tout en laissant dans son sarcophage son mari d'Osiris. Oui, bon, d'accord. L'Égypte antique en profitera pour immortaliser cette scène dans quantité de sculptures d'Isis allaitant Horus. Je me permets déjà de te donner encore une clé de décodage. Isis allaitant Horus, ce n'est jamais que la symbolique des vierges noires ou la symbolique de nos vierges chrétiennes à l'enfant. Nous y reviendrons en temps utile. Bon, reprenons notre histoire. Et donc, Isis sait bien que si Seth trouve Horus, elle lui fera la peau. Du coup, elle veut cacher Horus et elle s'en va, laissant le sarcophage d'Osiris pour quelque temps sous le tamari. Seth, apprenant la chose, se met dans une colère incroyable et se met à la recherche du sarcophage. Il le trouve et démembre Osiris. Cette fois, il ne fait ni une ni deux. Il le coupe en 14 morceaux et jette ces morceaux dans le Nil. Oh, pauvre Isis qui se remet en quête de son mari, mais cette fois de ses maris, puis-je dire, puisqu'elle a 14 morceaux à rechercher, et elle n'en retrouve que 13. Et je vous le donne en mille, le morceau qui manque, c'est le sexe. Elle recolle les 13 morceaux et lui confectionne un 14e morceau, un faux sexe. Mais du coup, Osiris ne peut plus donner la vie, puisqu'il n'a plus son sexe. Il n'est plus fertile, si tu me permets cette expression qui aide à la compréhension du mythe. Et donc, Osiris n'étant plus fertile, il ne peut plus régner sur l'Égypte. Seth triomphe donc, on lui confie la haute et la basse Égypte. Quant à Osiris, eh bien, Anubis s'en occupera,
le restaurera, l'embaumera, et du coup Osiris régnera désormais sur le royaume des morts, et non plus sur le royaume des vivants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'Horus évidemment va grandir, et Horus va chercher à venger son père, et à récupérer le trône par la même occasion. Pas folle la guêpe. Et du coup s'ensuit toute une série de combats homériques, si tu me permets, entre ces deux protagonistes. Longue sera la lutte contre Seth, et deux morceaux de bravoure intéressants à décoder. Seth crèvera un œil à Horus, et Horus émasculera Seth, entre autres joies. Et ce combat, ce duel prendra d'ailleurs dans la mythologie un fameux paquet de pages, de papyrus bien évidemment, et la conclusion sera qu'Horus en sortira victorieux, Seth sera condamné et Horus pourra prendre le trône sur la haute et la basse Égypte. Et ainsi finit le mythe osirien. Mais que se cache-t-il derrière cette histoire? Comment décoder le mythe?